Garrett et Della Beckwith sont partis pour leur expédition d'escalade sur le mont Hooker, avec suffisamment d'équipement pour gérer n'importe quelle urgence. Sauf qu'ils ont laissé leur téléphone satellite dans le camion. Quand le grimpeur expérimenté et sa fille de 19 ans ont manqué leur appel de contrôle prévu, ce simple détail a transformé une recherche de routine en le mystère le plus déroutant du Wyoming. 11 ans plus tard, 2 grimpeurs sont tombés sur leur camp, suspendus sur une paroi rocheuse, où le contenu horrifiant d'un seul sac de couchage allait envoyer les enquêteurs dans une nouvelle recherche désespérée de réponses. Le silence a commencé un mardi, fin août 2013. Ce n'était pas un silence soudain et alarmant, mais un silence lent et rampant qui s'est infiltré dans les coins de la maison de la famille Beckwith, dans le Wyoming. Marianne Beckwith avait attendu l'appel à 19 heures. C'était l'heure convenue, celle sur laquelle son mari, Garrett, avait insisté avant que lui et leur fille de 19 ans, Della, partent pour leur voyage d'escalade. Garrett, un ingénieur de 45 ans, était un homme de système et de redondance, un planificateur méticuleux qui croyait que le chaos de la nature pouvait être géré avec suffisamment de prévoyance. Un appel de contrôle manqué ne faisait pas partie de son système. Alors que 19 heures passaient, Marianne s'est dit que ce n'était rien. Une batterie déchargée sur le téléphone satellite, une voie difficile sur la paroi rocheuse qui avait pris plus de temps que prévu. Le mont Hooker n'était pas une randonnée décontractée. C'était une bête formidable de granit et de glace au cœur de la chaîne de Wind River, un endroit qui ne respectait pas les horaires. Elle s'est occupée, le café qu'elle avait préparé pour l'appel refroidissant sur le comptoir. La maison semblait trop grande, le bourdonnement familier du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge sur le mur, amplifiant l'absence du seul son qu'elle attendait. Le mercredi, le silence avait pris des dents. Marianne se retrouvait à faire les 100 pas, prenant son téléphone pour ne voir que le même écran vide. Elle a relu le dernier message de Della, envoyé 4 jours plus tôt depuis le début du sentier. Il était si plein de vie, si béatement inconscient. On commence l'approche. On se voit dans quelques jours. Je t'aime. Les mots, autrefois réconfortants, ressemblèrent pas maintenant à un fantôme. Le partenaire d'escalade de Garrett, Alistair Finch, l'avait une fois décrit comme le grimpeur le plus sûr qu'il connaissait. Un homme qui vérifiait ses nœuds 3 fois et cartographiait chaque éventualité. Pour lui, d'avoir 2 jours de retard sans nouvelles n'était pas seulement inhabituel. C'était une violation de son propre code rigide. L'anxiété rongeante dans l'estomac de Marianne s'est transformée en une certitude froide et dure. Quelque chose n'allait pas. Juste après midi, le mercredi, les mains tremblantes légèrement, Marianne Beckwith a composé le numéro du bureau du shérif du comté de Fremont. Elle a parlé à une voix calme et professionnelle à l'autre bout. Sa propre voix tendue, alors qu'elle essayait de transmettre la gravité de la situation sans paraître hystérique. Elle a expliqué que son mari, Garrett, et leur fille, Della, étaient à portée disparue. Elle a détaillé leur itinéraire prévu sur le mont Hooker, soulignant l'expérience étendue de Garrett et son engagement inébranlable envers les protocoles de sécurité. Elle a raconté le dernier message texte de Della, les mots s'étranglant dans sa gorge. Pour le répartiteur, c'était un appel familier dans une région définie par sa nature sauvage. Mais la mention du mont Hooker, couplée à 2 jours de silence d'un grimpeur expérimenté, a élevé le rapport. Ce n'était pas un touriste perdu lors d'une randonnée d'une journée. C'était une situation à haut risque, dans l'un des environnements les plus impitoyables de l'État. L'affaire a été immédiatement signalée comme un incident de personnes disparues de haute priorité. Dans l'heure, un adjoint s'est vu attribuer la première étape procédurale dans ce que tout le monde savait pourrait devenir une entreprise massive. Sa tâche était simple, mais cruciale. Conduire jusqu'au début du sentier isolé, à la lisière de la nature sauvage, et confirmer la présence du véhicule des Beckwith.
Alors que la voiture de patrouille de l'adjoint soulevait de la poussière sur la longue route non pavée menant dans les montagnes, il se dirigeait vers la première pièce d'un puzzle qui déroulerait les enquêteurs pendant plus d'une décennie. La recherche de Garrett et de la Beckwith avait officiellement commencé. Le trajet jusqu'au début du sentier de Big Sandy était un long voyage, cahotant vers l'isolement. L'adjoint Miles Corbin du bureau du shérif du comté de Fremont sentait les derniers vestiges de la civilisation disparaître à chaque kilomètre que sa voiture de patrouille parcourait sur la route de terre ondulée. Le ciel bleu immaculé de Landers cédait la place à une canopée plus large et plus imposante, encadrée par les dents déchiquetées de la chaîne de Wind River s'élevant au loin. C'était un endroit qui ne semblait pas seulement vide, il semblait ancien et indifférent. Il avait déjà répondu à des appels comme celui-ci, mais il y avait un poids à celui-ci. Un sentiment de pressentiment qui s'installait dans son estomac. La voix de Marianne Beckwith au téléphone avait été tendue, avec un contrôle qui était en quelque sorte plus alarmant que la panique pure. Elle avait décrit son mari, Garrett, non pas comme un homme qui pouvait se perdre, mais comme un homme pour qui se perdre était une impossibilité logique. Les pneus de Corbin ont crissé sur le gravier du parking du début du sentier. Une clairière éparse creusée dans la forêt de Pince et de Tremble, il n'y avait qu'une poignée de véhicules dispersés. Il a scanné le parking, ses yeux se posant sur un Ford F-150 vert foncé, sa couleur atténuée par un épais film de poussière et de pollen de pin. Il correspondait à la description, il a garé son véhicule de patrouille et est sorti, l'air immédiatement plus mince, plus frais. Le camion était là silencieusement, comme s'il avait été abandonné depuis des semaines. Une fine couche de feuilles de tremble jaune avait commencé à s'accumuler dans la rainure où le pare-brise rencontrait le capot. Il avait exactement l'air qu'il devrait d'avoir. Un véhicule laissé par des gens qui étaient entrés dans la nature sauvage et n'en étaient pas encore sortis. Il a vérifié la plaque. Elle était enregistrée au nom de Garrett Beckwith. Corbin a commencé son inspection de routine, regardant à travers les fenêtres. La cabine était rangée, presque spartiate. Quelques cartes éparses reposaient sur le siège passager, ainsi qu'un guide bien usé de la chaîne de Wind River. Il n'y avait aucun signe de lutte, pas de verre brisé, rien pour suggérer un départ frénétique ou une rencontre violente. C'était parfaitement étrangement normal. Il a essayé la poignée de porte déverrouillée. Ce n'était pas inhabituel ici. La plupart des gens se sentaient le plus en sécurité en laissant leur voiture de déverrouiller qu'en risquant une fenêtre cassée, pour les quelques objets sans valeur laissés à l'intérieur. Corbin a ouvert la porte côté conducteur et s'est penché. Le faible parfum de café rassis et de désodorisant au pain l'a frappé. Il cherchait une note, un itinéraire révisé, n'importe quoi qui pourrait offrir un indice. Ses yeux ont scanné le tableau de bord, la console centrale, puis se sont déplacés vers la boîte à gants. Il l'a ouverte. À l'intérieur, niché entre l'enregistrement du véhicule et un manuel du propriétaire, se trouvaient 2 appareils noirs élégants. C'étaient des téléphones satellites. Pendant un moment, l'importance ne s'est pas enregistrée. Puis, une vague froide l'a submergé. Il les a regardés fixement, son esprit se précipitant pour concilier leur présence avec les faits de l'affaire. C'était la bouée de sauvetage, le seul morceau de technologie qui transcendait le manque notoire de services cellulaires de la chaîne. Pour un homme décrit comme un fanatique de la sécurité, un planificateur méticuleux, entreprenant l'une des escalades les plus sérieuses de sa vie avec sa fille, les laisser derrière était impensable. Ce n'était pas seulement un oubli, c'était une erreur catastrophique. Une décision, si fondamentalement, en désaccord avec l'homme que Marianne Beckwith avait décrit, qu'elle jetait tout le récit dans le chaos. Il en a soigneusement pris un. L'écran s'est allumé instantanément, affichant une batterie pleine. L'autre était pareil.
Ils n'avaient pas été oubliés parce qu'ils étaient d'un mort. Ils avaient simplement été laissés derrière. Corbin a activé sa radio, sa voix plate, ne trahissant rien du choc qu'il ressentait. Il a signalé le véhicule trouvé et a relayé la découverte des téléphones. La réponse, calme du répartiteur, n'a pas fait grand-chose pour apaiser le malaise. Ce seul détail a déplacé tout l'axe de l'enquête. La théorie dominante d'un simple accident d'escalade, une chute, une blessure, semblait maintenant insuffisante. C'était autre chose. C'était un mystère qui ne commençait pas sur les pentes traîtresses du mont Hooker, mais juste ici, dans la cabine silencieuse et poussiéreuse de ce camion. En quelques heures, le début du sentier s'est transformé en un poste de commandement animé. Les camions de recherche et sauvetage, SR, du comté de Fremont, sont arrivés, suivis de véhicules transportant des bénévoles et de l'équipement. Des cartes étaient rétalées sur les capots des camionnettes, l'immense topographie du mont Hooker et de ses sommets environnants, réduit à un réseau vertigineux de courbes de niveau. Le commandant Sarr, un homme au visage buriné par des décennies d'opérations en haute altitude, a dessiné une grille de recherche massive. Son marqueur, traçant les routes, probables et possibles, que les Beckwith auraient pu emprunter. L'ambiance était professionnelle et urgente, mais un sous-courant de pessimisme était déjà présent. Tout le monde là savait les chances. La chaîne de Wind River était un endroit qui pouvait avaler les gens entiers, ne laissant même pas un lacet derrière. Les premiers revols ont commencé cet après-midi-là. Un hélicoptère de recherche a décollé, ses rotors battant un battement rythmique contre le vaste silence de la montagne. Depuis les airs, l'ampleur du défi était d'une clarté à couper le souffle. Le mont Hooker n'était pas un seul sommet, mais un massif complexe de parois de granit, de couloirs abrupts et de cirques ombragés qui s'étendaient à 10 sur des kilomètres. L'hélicoptère semblait un minuscule insecte contre les faces rocheuses colossales. Les observateurs à l'intérieur scannaient la étendue infinie de gris et de blanc, cherchant un éclair de couleur, une veste, une tente, un morceau d'équipement, n'importe quoi qui n'appartenait pas. Ils n'ont rien vu. Au deuxième jour, la recherche s'était intensifiée, mais la montagne restait silencieuse. Les équipes au sol, composées de membres SR très en forme, ont parcouru les sentiers établis, criant les noms de Garrett et d'Ella dans le vent, leurs appels avalés par l'immensité des canyons. Ils n'ont rien trouvé. Puis, le temps a tourné. Le ciel bleu clair du début de l'automne s'est meurtri en un gris sombre et menaçant. La température a chuté et un vent mordant a commencé à hurler depuis les hauts sommets. Ce qui a commencé comme une pluie froide s'est rapidement transformé en grésil, puis en neige. La tempête, arrivant quelques semaines plus tôt que d'habitude, était un coup brutal et physique à l'effort de recherche. L'hélicoptère a été cloué au sol indéfiniment. La roche traîtresse et glissante est devenue un piège mortel pour les équipes au sol, forçant le commandant Sarr à prendre la décision difficile de les rappeler. La recherche officielle était paralysée, alors que l'effort officiel stagnait. Un effort non officiel a commencé. Le vieux partenaire d'escalade de Garrett, Alistair Finch, est arrivé au poste de commandement. C'était un homme nerveux dans la fin de la quarantaine, avec l'intensité tranquille de quelqu'un qui a passé une vie dans des environnements sérieux. Il a écouté le rapport du commandant Sarr, son regard fixé sur la carte, son expression sombre. Il savait, comme les officiels, que les protocoles de recherche standards pourraient ne pas suffire. Garrett était un artiste sur la roche, et il était connu pour être attiré par des lignes obscures et difficiles qui n'apparaîtraient dans aucun guide. Alistair a passé quelques appels. En un jour, un petit groupe d'élite de grimpeurs locaux s'était rassemblé. Ils n'étaient pas un certifié SR, mais ils étaient des experts de ce terrain spécifique. Ils ont apporté leurs propres cordes, leurs propres équipements,
et une connaissance intime et intuitive de la montagne qu'aucune carte ne pouvait fournir. Alors que les équipes officielles s'étaient de concentrer sur le probable, le groupe d'Alistair s'est concentré sur l'improbable. Ils ont épluché les anciens journaux d'escalade de Garrett, que Marianne leur avait apportés, cherchant des notes ou des aspirations. Ils ont ciblé des voies non répertoriées, des faces techniquement exigeantes et des parois éloignées que la recherche officielle avait jugées trop peu probables. Pendant des jours, ils se sont poussés à leurs limites, grimpant dans le froid mordant, leur espoir diminuant avec chaque rebord vide et chaque face de falaise silencieuse. Ils aussi n'ont rien trouvé. Pas un seul mousqueton, pas un brin de corde, pas une empreinte. Après 10 jours, l'annonce officielle est venue. Sans nouvelles pistes, aucun signe des Beckwith et avec les conditions hivernales s'installant rapidement, l'opération de recherche à grande échelle était suspendue. Elle serait réduite à un statut limité et réactif. Le poste de commandement a été démantelé. Les camions sont partis, laissant le parking du début du sentier presque vide une fois de plus. L'équipe d'Alistair, épuisée et vaincue, a emballé leur équipement en silence. La montagne avait gagné. L'affaire de Garrett aidait la Beckwith, autrefois une opération de sauvetage frénétique, mais s'est maintenant installée dans le calme froid et tranquille d'un dossier de personnes disparues à long terme. La nature sauvage avait récupéré son silence, ne laissant derrière elle que l'image obsédante et inexplicable de 2 téléphones satellites assis complètement chargés dans la boîte à gants d'un camion vert poussiéreux. Les années qui ont suivi la suspension de la recherche ne se sont pas écoulées doucement. Elles se sont déplacées avec une friction lente et grinçante, érodant l'espoir et calcifiant le chagrin. Pour Marianne Beckwith, le temps est devenu un cercle plat. Chaque jour, une répétition du précédent, ancrée à la même absence profonde. La maison de Landert, autrefois remplie de l'énergie vibrante de sa fille et de la présence stable de son mari, est devenue un musée silencieux et méticuleusement préservé d'une vie qui s'était brusquement arrêtée. La chambre de Della est restée intacte, ses affiches sur le mur, une pile de livres sur sa table de chevet. L'atelier de Garrett dans le garage était un témoignage silencieux de son esprit ordonné. Les outils accrochés à leurs crochets désignés, un projet à moitié terminé, serré à son établi. Déplacer quoi que ce soit ressemblait à une trahison. Une admission qu'il ne reviendrait jamais. Une concession que Marianne n'était pas encore prête à faire. Dans la communauté plus large, l'histoire des Beckwith est lentement passée d'une tragédie brute et immédiate à une pièce du folklore local. El Nodian est devenu un conte de mise en garde. Une histoire de fantômes chuchotée au début des sentiers et dans les magasins d'escalade. On racontait aux nouveaux grimpeurs de la chaîne de Wind River l'histoire du père expert et de sa fille talentueuse, qui étaient entrés dans les montagnes et avaient simplement disparu, ne laissant derrière eux que leurs camions et 2 téléphones satellites parfaitement bons. L'histoire servait de rappel sinistre du pouvoir absolu de la nature sauvage, de sa capacité à effacer même les plus préparés. Le flot initial de plats de cuisinés et d'appels de condoléances à la maison de Marianne s'était réduit à un filet, puis à un silence respectueux et compréhensif de voisins qui ne savaient plus quoi dire. Elle était piégée dans un état de deuil suspendu, un limbe, dont il n'y avait pas d'échappatoire parce qu'il n'y avait pas de finalité. Le dossier officiel, épais de grilles à 2 recherches, de transcriptions d'entretiens et de rapports techniques, a été déplacé d'un tiroir d'enquête active à une armoire de cas non résolus au bureau du shérif du comté de Fremont. Il était là, un témoignage d'un mystère qui avait résisté à tous les efforts pour le résoudre. Puis, 3 ans après la disparition, à l'été 2016, une lueur de possibilités a brisé l'immobilité. Randonneurs, naviguant hors sentier pour pêcher dans un ruisseau alpin, isolé à plusieurs kilomètres, au sud-est du mont Hooker,
a vu un éclat de métal dans l'eau peu profonde et claire. Il a tendu la main et a sorti un petit morceau d'aluminium hexagonal, un coinceur d'escalade coincé fermement dans une fissure d'un rocher immergé. C'était un équipement de protection haut de gamme, usé mais toujours solide. Le randonneur, lui-même un homme de plein air expérimenté, connaissait l'affaire Beckwith. Il a soigneusement marqué l'emplacement et a apporté l'équipement au bureau du shérif. La découverte a brièvement ressuscité l'enquête. Les nouvelles locales ont diffusé un court segment, montrant une photo du coinceur d'escalade et ressassant les détails de la disparition. Pendant quelques jours, c'était comme en 2013 à nouveau. Le téléphone de Marianne sonnait avec des appels de journalistes. Un détective de l'unité des affaires non résolues a été chargé de faire un suivi. Il a recoupé la marque du coinceur, une pièce spécialisée fabriquée par une petite société européenne, avec l'inventaire de l'équipement que Garrett était connu pour utiliser, compilé à partir de reçus et de la mémoire d'Alistair Finch. C'était une correspondance. La marque était l'une des préférées de Garrett. L'espoir, cependant, est une chose fragile. L'enquête de suivi du détective a révélé l'ambiguïté frustrante de l'indice. Bien que la marque soit la préférée de Garrett, elle était également populaire parmi d'autres grimpeurs sérieux. Il n'y avait pas de numéro de série, aucune marque unique qui pourrait le lier définitivement à lui. De plus, son emplacement était problématique. Le ruisseau était à des kilomètres de toute route logique d'ascension ou de descente sur le mont Hooker. Il aurait pu être emporté en aval pendant 3 ans, depuis presque n'importe où. Ou il aurait pu être lâché par un autre grimpeur entièrement. Après une semaine d'analyse et une recherche cible mais infructueuse de la zone où le coinceur a été trouvé, le détective a dû conclure que c'était une impasse. L'indice était trop commun, sa provenance trop incertaine. La brève lueur d'espoir pour Marianne s'est éteinte, laissant l'obscurité qui a suivi se sentir encore plus profonde. 2 autres années se sont écoulées. L'affaire a replongé dans l'obscurité jusqu'à ce qu'elle soit ressuscitée dans l'endroit le plus inattendu. Un forum d'escalade en ligne de niche, basé sur du texte. Une relique d'une époque antérieure d'Internet qu'une petite communauté de grimpeurs dévoués fréquentait encore. Dans un fil de discussion dormant depuis longtemps de 2013, intitulé « Disparition Beckwith », même de Hooker, un utilisateur avec un pseudonyme anonyme a publié une nouvelle théorie. L'utilisateur a souligné que Garrett Beckwith avait contracté un modeste prêt aux petites entreprises d'environ 1 an avant sa disparition. Ils ont spéculé sans aucune preuve que peut-être l'entreprise échouait et que Garrett, confronté à la ruine financière, avait mis en scène la disparition comme un moyen d'échapper à ses dettes, peut-être même en faisant du mal à sa fille, dans le processus. L'accusation sans fondement s'est répandue tranquillement dans la petite communauté en ligne, mais elle a finalement trouvé son chemin vers un blogueur local du Wyoming qui a écrit un article sensationnaliste à ce sujet. La rumeur, née dans les coins sombres d'Internet, était maintenant un récit public, entachant la mémoire d'un homme qui ne pouvait pas se défendre. Pour Marianne, c'était une violation profonde. La suggestion que Garrett aurait pu être responsable de leur sort, qu'il aurait pu faire du mal à Della, était une cruauté qu'elle pouvait à peine comprendre. La nature publique de la rumeur, même infondée, a forcé la main de l'unité des affaires non résolues. Un détective a de nouveau été chargé de sortir le dossier Beckwith. Il a passé 1 semaine à examiner méticuleusement la vie de Garrett, une tâche qui ressemblait à une intrusion dans le monde privé d'un homme mort. Il a assigné à comparaître les relevés bancaires, les rapports de crédit et les documents de prêt pour la petite société de conseil en ingénierie que Garrett avait créée. Le tableau financier qui a émergé n'était pas celui du désespoir. L'entreprise était solvable, sinon follement rentable. Les paiements du prêt étaient tous à jour. Garrett avait une police d'assurance vie saine, mais ce n'était rien d'extravagant, et Marianne était la seule bénéficiaire.
Il n'y avait pas de gros retrait d'espèces, pas d'actifs liquidés. Aucun signe d'un homme planifiant de fuir sa vie. Après un examen exhaustif, le détective a écrit un addendum final au dossier, motif financier pour disparition volontaire infondée. La rumeur a été officiellement démentie, mais les dégâts s'étaient lieu faits. Une autre voie d'enquête potentielle avait été explorée et s'était révélée être un désert stérile. L'affaire Beckwith était maintenant plus froide que jamais. Elle était devenue un dossier de négation, une histoire définie parce qu'elle n'était pas. Il n'y avait aucune preuve de jeu déloyal, aucune preuve d'une disparition mise en scène et aucune preuve d'un simple accident. L'enquête était officiellement inactive, un fantôme dans les archives du département du shérif. La vaste étendue silencieuse de la chaîne de Wind River gardait ses secrets, et le mystère restait ancré à ce fait unique, exaspérant et inexplicable. Deux grimpeurs étaient allés affronter une montagne mortelle et avaient laissé leur seul espoir de sauvetage assis complètement chargé dans la boîte à gants de leur camion. 11 ans, c'est long. C'est assez long pour que le granit soit décapé par le vent et la glace, pour que les souvenirs s'adoucissent, sa tête se brouille, et pour qu'une affaire non résolue soit enterrée sous le poids de 1000 nouvelles. À la fin de l'été 2024, le mont Hooker restait aussi impassible et monumental que jamais ses secrets serrés dans son cœur de pierre. L'histoire des Beckwiths s'était estompée dans le bruit de fond du folklore du Wyoming. Mais la montagne n'en avait pas fini avec leur histoire. Claude Evans et Ben Carter étaient une race différente de grimpeurs de Garrett Beckwiths. Ils appartenaient à une nouvelle génération, armés d'équipements ultra légers, de données météorologiques avancées sur leur téléphone et d'un apérite pour repousser les limites de ce qui était considéré comme possible. Ils ne cherchaient que pas les voies classiques et établies. Ils étaient des artistes et leur médium était la roche non escaladée. Leur objectif lors de ce voyage était d'établir une nouvelle ligne sur une paroi abrupte et intimidante sur un aspect moins fréquenté du mont Hooker, une face connue pour sa difficulté technique et son manque de caractéristiques évidentes. C'était le genre de projet qui n'offrait aucune gloire en dehors de leur petite communauté dévouée. Seulement la pure satisfaction de tracer une nouvelle ligne sur la carte. Pendant 2 jours, ils avaient été immergés dans le monde vertical. Leur vie était réduite à un rythme de mouvement et d'immobilité. Le grattement du métal sur la roche, le râle de leur propre respiration dans l'air raréfié, la communication silencieuse des tiraillements de cordes et la compréhension partagée et tacite de 2 personnes dont les vies dépendaient l'une de l'autre. L'escalade était dure, plus exigeante qu'ils ne l'avaient prévu. En fin d'après-midi de leur 3e jour, avec le soleil commençant sa lente descente vers l'horizon occidental, ils étaient physiquement épuisés et cherchaient un endroit pour installer leur propre porte-à-ledge pour la nuit. C'est Ben qui l'a vu en premier. Il était en tête de cordée, son corps pressé contre le granit de froid, cherchant la prochaine prise. Il s'est arrêté, plissant les yeux. À environ 50 pieds à sa gauche et légèrement au-dessus de lui, il y avait un éclat de métal. Il était une plaquette, rouillée mais indubitable, forée dans la roche. Elle était vieille. Il a appelé Chloé, sa voix légèrement étouffée par le vent. Il avait trouvé un piton. Chloé, ancrée en dessous, a scanné la paroi. Cela n'avait aucun sens. Cette face était censée être un territoire vierge. Il l'avait recherché pendant des mois et il n'y avait aucune trace de tentative précédente, réussie ou non. Ben a continué à grimper et quelques minutes plus tard, il a appelé à nouveau. Il en avait trouvé un autre et un autre. Ils formaient une ligne claire, une traversée menant vers une petite alcôve ombragée, une légère indentation dans la paroi massive. Ce n'était pas une ligne d'ascension logique. Cela ressemblait plus à une voie d'évacuation, un endroit où quelqu'un pourrait aller pour sortir d'une tempête,
La curiosité, une force puissante chez les gens qui grimpent volontairement des milliers de pieds sur de la roche abrupte, a commencé à l'emporter sur leur épuisement. Un site de bivouac, déjà équipé d'ancrage, était un cadeau, leur épargnant des heures de forage difficiles. Ils ont décidé d'enquêter. La traversée était délicate et exposée, nécessitant toute leur concentration. À chaque mouvement, le sentiment de mystère s'approfondissait. Les pitons étaient de vieux, les plaquettes en acier rouillé d'un orange profond et coléreux, la sangle en nylon sur l'un d'eux blanchi et effiloché par des années d'exposition aux UV. Quiconque les avait placés ici l'avait fait il y a très très longtemps. Alors qu'ils approchèrent de l'alcôve, l'objet de la traversée est apparu. Ce n'était pas seulement un rebord naturel. Suspendu à un réseau complexe de sangles vieillissantes et ancré à la roche, se trouvait un portalège. Il pendait là comme un vaisseau fantôme abandonné, son tissu gris, délavé et taché, battant doucement dans le vent. Une vague de malaise a submergé Chloé. Ce n'était pas seulement un vieux camp, cela ressemblait à un sanctuaire, un endroit figé dans le temps. Ben a atteint le point d'ancrage en premier et s'est sécurisé. Chloé a suivi, les yeux fixés sur l'étrange plateforme silencieuse. Quand elle s'est finalement attachée à côté de lui, ils ont simplement regardé, le vent étant le seul son. Le portalège était une capsule temporelle. Un sac étanche bleu, son plastique cassant et fissuré, était blottique contre la paroi rocheuse. À côté, une bobine de corde d'escalade reposait dans un cercle parfait et net, bien qu'elle soit raide et délavée. Sa gaine blanchie presque blanche. Et à côté de la corde se trouvait un sac de couchage. Il était d'un rouge profond et poussiéreux, et il était zippé presque jusqu'en haut. La scène était profondément inquiétante. Il y avait un sentiment d'ordre, une délibération qui était en contradiction avec l'idée d'un simple abandon. Les gens qui abandonnaient, et une escalade en urgence, ne prenaient généralement pas le temps d'enrouler leurs cordes si soigneusement. Une question tacite planait dans l'air entre eux. Où étaient-elles, les personnes qui possédaient cet équipement? Chloé a ressenti une étrange compulsion, un besoin de comprendre ce qu'elle regardait. Elle s'est détachée de l'ancrage et s'est soigneusement, testant son poids, abaissée sur le bord du portalège. Le tissu a gémi sous elle, mais le cadre a tenu. L'air sur le rebord était immobile, à l'abri du vent, et il semblait lourd, stagnant. Elle a d'abord atteint le sac étanche, ses doigts effleurant le plastique fissuré. Il était léger, presque vide. Son regard s'est déplacé vers le sac de couchage rouge. Il était partiellement recouvert d'une fine couche de poussière de granit, et une seule mauvaise herbe, tenace, avait réussi à prendre racine dans un pli du tissu. C'était la pièce maîtresse du tableau, l'objet qui contenait le mystère le plus pressant. Vous pouvez voir une petite bosse en haut, là où un oreiller pourrait être. Elle a hésité, un picotement de peur remontant le long de sa colonne vertébrale. Ben l'a regardé, son expression tendue, prenant une profonde d'inspiration, clouée à atteindre la fermeture éclair. Elle était raide, corrode par des années d'humidité et de glace. Elle a dû la faire aller et venir, le son grinçant anormalement fort dans le silence de la montagne. Elle a bougé d'un pouce, puis d'un autre. Le tissu a commencé à s'écarter. Elle a d'abord vu des vêtements, une veste polaire enroulée, ce qui expliquait la bosse. Puis, alors que l'ouverture s'élargissait, elle a vu quelque chose en dessous. C'était pâle, presque blanc, et avait une forme lisse et incurvée. Pendant un moment surréaliste, son cerveau a refusé de traiter l'information. Cela ressemblait à un morceau de bois blanchi et sculpté. Puis, la fermeture éclair a cédé de quelques centimètres supplémentaires et l'objet a légèrement roulé sur le côté.
2 orbites sombres et vides fixaient en le ciel. Un halètement étouffé s'est échappé des lèvres de Chloé. Elle a reculé, son cœur battant contre ses côtes. C'était un crâne. Elle regardait un crâne humain reposant sur un oreiller de vêtements, à l'intérieur d'un sac de couchage, sur un rebord oublié à des milliers de pieds en l'air, sur une paroi rocheuse. Ben, voyant sa réaction, s'est déplacé vers le bord. Il a regardé en bas, son visage pâlissant. « Oh mon Dieu !» a-t-il chuchoté. Les mots emportèrent par le vent. Ils ont regardé dans un silence horrifié. La pleine réalité de la scène s'est abattue sur eux. Ce n'était pas un camp. C'était une tombe verticale, suspendue dans le ciel depuis des années. À l'intérieur de ce sac rouge délavé se trouvait un squelette humain complet. Ils étaient à des kilomètres de la civilisation, accrochés à une paroi rocheuse, à côté des restes d'un grimpeur perdu depuis longtemps. La vaste et belle nature sauvage, qui avait semblé être leur terrain de jeu quelques instants auparavant, ressemblait maintenant à un prédateur vaste et menaçant. Le choc a cédé la place à un sens froid et lucide du devoir, leur formation prenant le dessus. Ils savaient qu'ils ne pouvaient rien toucher d'autre. C'était une scène de crime, ou du moins, une scène de mort qui devait être enquêtée. Chloé a sorti son téléphone. Ses mains tremblaient, mais elle s'est forcée à être méthodique. Elle a pris des photos sous tous les angles possibles, capturant le porte-à-ledge, l'équipement, le sac de couchage et le contexte plus large de la paroi rocheuse. La lueur numérique brillante de l'écran du téléphone semblait profane dans cet endroit ancien et solennel. Ben a vérifié son propre appareil, trouvant les coordonnées GPS et prenant une capture d'écran. Il n'y avait pas de service cellulaire. Ils étaient complètement seuls avec leur découverte. Le soleil touchait maintenant l'horizon, peignant le ciel de traits brillants d'orange et de violet. La beauté du coucher de soleil ressemblait à une cruelle plaisanterie. Ils devaient descendre, mais la pensée de passer la nuit là, même à 100 pieds de distance, était insupportable. Ils ont pris la décision difficile de commencer la longue descente technique dans la lumière déclinante. Le voyage de descente était une épreuve tendue et silencieuse. Chaque rappel, chaque vérification d'ancrage était effectuée avec une concentration sombre et mécanique. Le bavardage normal et facile entre eux avait disparu, remplacé par un lourd silence, rempli de l'image de ces 2 orbites vides, regardant depuis le sac de couchage. La montagne, qui avait été une source de joie et de défi, semblait maintenant hantée. Ils n'étaient en est plus seulement des grimpeurs, ils étaient en des messagers, portant un terrible secret, hors de la nature sauvage. Ce n'est que 24 heures plus tard, après une nuit sans sommeil bivouaquée sur un rebord inférieur et une descente finale épuisante, qu'ils ont finalement trébuché hors de la forêt et dans le parking du début du sentier de Big Sandy. Leurs jambes tremblaient en d'épuisement, leurs esprits engourdis par ce qu'ils avaient vu. Chloé a trouvé une seule barre de service cellulaire. Ses doigts ont attonné en composant le 911, sa voix se brisant alors qu'elle prononçait les mots qui allaient enfin, après 11 ans de silence, rouvrir l'affaire froide et oublier des Beckwith. « Nous sommes au mont Hooker », a-t-elle dit. « Nous avons trouvé quelque chose. Nous avons trouvé un corps. » L'appel de Chloé Vince a envoyé une secousse à travers le bureau du shérif du comté de Fremont. Une découverte sur le mont Hooker, un corps sur un portaledge, c'était un scénario aussi spécifique et si étrange qu'il a immédiatement sorti l'affaire la plus ancienne et la plus froide des archives. Le dossier Beckwith, épais de la poussière de 11 ans, a été ouvert sur le bureau de la détective Isabella Rossi. Rossi était nouvelle dans l'unité des affaires non résolues. Une enquêtrice vive et férue de technologie qui s'était bâtie une réputation
pour voir les anciennes preuves avec des yeux neufs. Elle avait 28 ans, ce qui signifie qu'elle était elle-même adolescente lorsque Garrett et Della Bucket avaient disparu. En lisant les rapports initiaux de 2013, les détails ressemblaient à des échos d'une autre époque. Le bril de recherche, la vie de suspension, le mystère déroutant des téléphones satellites. Maintenant, un fantôme de ce passé était réapparu suspendu à des milliers de pieds dans les airs. Le premier défi était immédiat et immense, l'emplacement. Ce n'était pas une scène de crime qui pouvait être délimitée avec du ruban jaune. C'était une scène de crime verticale, un cauchemar logistique, accessible seulement à une poignée de personnes dans le monde. La détective Rossi se tenait devant une image satellite massive et haute résolution du mont Hooker avec Claude Evans et Ben Carter pointant vers une minuscule tache pixelisée sur une paroi de granit abrupte. L'opération pour traiter la scène nécessiterait un niveau de collaboration et d'expertise rarement vu. Rossi a assemblé une équipe spécialisée, un anthropologue médico-légal de l'Université d'État, un technicien de scène de crime senior et, plus crucial encore, 2 membres de l'équipe d'élite de recherche et sauvetage de Jenny Lake du Parc national de Grand Teton, qui était parmi les meilleurs spécialistes de récupération en haute altitude du pays. L'opération a commencé 2 jours plus tard, sous un ciel clair et impitoyable. Un hélicoptère servait de centre de commandement mobile, ses rotors battant un rythme régulier contre le silence de la montagne. La première tâche était la reconnaissance. La détective Rossi et l'anthropologue médico-légal, le docteur Harry Storn, ont fait le tour du site depuis les airs. Le port à Ledge, une minuscule plateforme d'apparence fragile contre l'échelle écrasante de la roche. À travers des jumelles, Rossi pouvait voir la scène exactement comme Chloé l'avait décrite. Le tissu gris, délavé, la bobine de corde, le sac de couchage rouge inquiétant. C'était un endroit qui avait été enfermé du monde, préservé par sa propre inaccessibilité. La récupération elle-même était un processus minutieux de plusieurs jours. Les 2 grimpeurs, un sort, étaient les premiers sur la paroi, établissant un nouvel ensemble sécurisé de cordes et d'ancrage au-dessus du site. De cette station, ils pouvaient descendre en rappel jusqu'au port à Ledge, agissant comme les mains et les yeux de l'équipe d'enquête. Chaque action était relayée par radio, à la détective Rossi et au docteur Thorne, qui observait depuis un camp de base temporaire établi sur un rebord plus large et plus stable, plusieurs centaines de pieds en dessous. La première priorité était de tout documenter in situ. Les grimpeurs, portant des caméras corporelles, se déplaçaient avec la précision d'un chirurgien. Ils ont photographié le port à Ledge sous tous les angles. Ils ont pris des gros plans des nœuds, des sangles, de la façon dont l'équipement était arrangé. Le technicien de scène de crime, regardant le flux en direct, les a dirigés, leur demandant de mesurer la distance entre les objets, de vérifier s'il y avait des objets non liés à l'escalade, de chercher tout ce qui semblait déplacé. L'inventaire de l'équipement était le premier ensemble d'indices. Les noms de marques et les modèles des mousquetons, des coinceurs et des cordes ont été méticuleusement enregistrés. Un recoupement rapide avec le dossier de 2013 l'a confirmé. C'était l'équipement de Garrett et Della Bucket. Un article était visiblement absent, le harnais d'escalade personnel de Garrett. Celui de Della était là, groupé avec d'autres équipements, mais le sien avait disparu. C'était un détail significatif, suggérant qu'il avait quitté le rebord en le portant. Ensuite, ils ont tourné leur attention vers le sac de couchage rouge. Les grimpeurs ont noté quelque chose que Chloé et Ben avaient manqué dans leur choc. Le sac ne reposait pas simplement sur la plateforme. Il était délibérément et solidement attaché au cadre du porte-à-ledge avec 2 courtes longueurs de cordelettes nouées avec un nœud de grimpeur. C'était un acte conscient. Ce n'était pas un arrangement temporaire.
Il était conçu pour s'assurer que le sac de couchage et son occupant ne seraient pas délogés par les vents féroces qui balayaient régulièrement la paroi rocheuse. C'était un acte de soin de préservation. La documentation terminée, la phase la plus délicate a commencé. La récupération des restes. Le docteur Thorne a guidé les grimpeurs par radio à travers le processus. Le squelette, blanchi par 11 ans de soleil et de vent, était incroyablement fragile. Les grimpeurs ont soigneusement coupé les sangles, fixant le sac de couchage, puis ont doucement manœuvré tout le sac dans un conteneur de récupération spécialisé et rigide qu'ils avaient descendu d'en haut. Le sac étanche bleu et la corde enroulée ont été collectés séparément. Le porte-à-ledge entier a ensuite été minutieusement démonté, chaque sangle et poteau, étiqueté et emballé. Enfin, l'hélicoptère a exécuté une série de levages d'allons-lignes, a coupé le souffle, transportant par voie aérienne les précieuses preuves de la paroi rocheuse à une zone de rassemblement dans la vallée en dessous. De retour dans l'environnement contrôlé du laboratoire médico-légal de l'État, l'enquête s'est poursuivie. Le contenu du sac étanche bleu a été examiné. Un filtre à eau, une petite trousse de premiers soins presque vide et plusieurs paquets de repas lyophilisés vides. Il n'y avait pas de journal, pas de notes, pas de message final laissé derrière. L'attention s'est ensuite tournée vers les restes. Le docteur Thorne a commencé son examen méthodique. Les dossiers dentaires ont été apportés par avion du dentiste de famille des Beckwith. En quelques heures, il avait une identification positive. Le squelette trouvé sur le porte-à-ledge était celui de Della Beckwith, 19 ans. Alors que le docteur Thorne poursuivait son travail, il a fait la découverte qui fournirait enfin une explication concrète pour la scène sur le rebord. En examinant les os de la jambe inférieure, il l'a trouvé, une fracture grave et complexe du tibia droit. La fracture était catastrophique. Une fracture dans spirale, avec des preuves d'un déplacement important. Il a expliqué à la détective aussi qu'une telle blessure aurait été atrocement douloureuse et complètement immobilisante. Il n'y avait aucun moyen pour Della de mettre du poids sur cette jambe, encore moins d'effectuer les mouvements complexes et athlétiques nécessaires pour descendre une paroi rocheuse technique. Elle avait été piégée. L'épreuve peignait maintenant une image claire et déchirante. Della avait subi un terrible accident, une chute qui avait brisé sa jambe. Garrett, son père expérimenté, avait fait tout ce qu'il pouvait. Il avait établi un camp sécurisé sur le rebord le plus protégé qu'il pouvait trouver. Il avait placé sa fille blessée dans le sac de couchage, l'avait attachée à la plateforme pour la garder en sécurité et lui avait laissé leurs provisions restantes. Puis, avec son propre harnais, il était parti, vraisemblablement, pour entreprendre une mission désespérée, en solo pour obtenir de l'aide. La scène sur le porte-à-ledge n'était pas une scène de crime au sens traditionnel. C'était l'épicentre d'une tragédie. Elle répondait à la question de ce qui était arrivé à Della, mais, ce faisant, elle approfondissait le mystère de son père. Où était allé Garrett? Il avait quitté ce rebord dans la vaste nature sauvage impitoyable, et avait disparu aussi complètement que s'il avait marché dans le ciel lui-même. L'enquête avait trouvé l'un des Beckwith, mais maintenant, elle devait commencer une nouvelle recherche pour l'autre. Avec le sort de Della Beckwith maintenant compris, le centre de l'enquête s'est entièrement déplacé vers son père. Garrett Beckwith n'était plus seulement une personne disparue. C'était un homme avec un point de départ connu et un but désespéré et tragique. La détective Rossi a convoqué une réunion avec l'équipe SAR et Alistair Finch, l'ancien partenaire d'escalade de Garrett, qui avait pris l'avion dès qu'il avait entendu la nouvelle. Il se tenait autour d'une carte topographique massive et autres résolutions étalées sur une table, le site du porte-à-ledge marqué d'une seule épingle rouge. La question n'était plus où ils étaient, mais où l'un d'eux était allé. Il aurait essayé la route la plus directe vers le bas, a dit Alistair, son doigt,
traçant une série de ravins escarpés, et de rebord sur la carte directement en dessous de l'épingle. Il était contre la montre. La blessure de Della, le temps. Il n'aurait pas pensé à une descente sûre et facile. Il aurait pensé à la vitesse. Sur la base de cette expertise, Rossi a autorisé une nouvelle recherche hautement ciblée. Ce n'était pas la vaste opération basée sur une grille de 2013. C'était une recherche médico-légale axée sur le chemin logique et probablement dangereux qu'un grimpeur solitaire prendrait dans une situation de vie ou de mort. L'équipe, composée à nouveau de grimpeurs SR d'élite, a commencé son travail aux ancrages vides du Portaledge et a commencé à descendre en rappel, leurs yeux scannant chaque fissure et rebord pour tout signe qu'un homme était passé par là 11 ans auparavant. Pendant 2 jours, ils n'ont rien trouvé. La roche était propre, essuyée par une décennie de tempêtes. Puis, le 3e jour, un chercheur a fait une découverte. À environ 500 pieds, directement en dessous du camp, niché dans un ravin étroit, strié d'eau, il a trouvé un seul ancrage rouillé, un piton enfoncé profondément dans une fissure capillaire. C'était un équipement de style ancien, le genre qu'un grimpeur n'utiliserait que lorsqu'aucune autre forme de protection n'était disponible. Il correspondait au millésime de l'équipement récupéré du Portaledge. Une vague d'excitation a traversé le poste de commandement. C'était ça. C'était le chemin de Garrett. Il avait été ici. Le piton marquait sa descente. Les espoirs montaient qu'il se retrouvait à proximité, peut-être à la base d'un rappel difficile. L'équipe de recherche a redoublé d'efforts, fouillant méticuleusement le ravin et les champs d'éboulis en dessous. Ils ont passé une autre journée complète à peigner la zone, leur optimisme s'écoulant lentement avec le soleil couchant. Le piton ne menait nulle part. C'était un indice unique et isolé dans une mer de granit. Au-delà, il n'y avait aucun autre signe de son passage. Pas de mousqueton tombé, pas de morceaux de vêtements déchiquetés, rien. C'était une autre impasse frustrante. Une seule phrase dans une histoire, avec la page finale déchirée. La recherche officielle a de nouveau été annulée. Le mystère des derniers niais moments de Garrett, toujours enfermé par la montagne. Des mois ont passé. Le dossier sur Garrett Beckwith est resté ouvert, mais inactif. La détective Rossi avait épuisé toutes ses pistes. Il semblait que la montagne garderait son secret final. La percée, quand elle est devenue, était entièrement accidentelle. Elle n'avait rien à voir avec l'enquête officielle. Plusieurs mois plus tard, un biologiste de la faune de l'Université du Wyoming menait une étude sur les modèles migratoires des mouflons d'Amérique dans la chaîne de Wind River. Le projet impliquait l'utilisation d'un drone haute résolution pour surveiller les bassins éloignés et inaccessibles qui étaient au habitat principal des moutons. Un après-midi, tout en pilotant le drone à des kilomètres de distance, il le guidait au-dessus d'un bassin accidenté en forme de bol à plusieurs kilomètres, à l'est du mont Hooker. Une zone désolée, entourée de falaises, sans sentier et sans raison logique pour qu'une personne y aille jamais. Alors qu'il scannait les images en direct sur son moniteur, un éclair de couleur non naturelle a attiré son attention. C'était une minuscule tache de bleu délavé contre le gris et le brun du terrain rocheux. Il a manœuvré le drone plus près, abaissant son altitude. L'image s'est résolue en lambeaux de tissu déchirés, accrochés à un buisson épineux à la base d'une haute falaise abrupte. En panoramique de la caméra, il a vu autre chose éparpillée parmi les rochers à proximité. Des objets palais et blancs qui ressemblaient de manière troublante à des os. Il connaissait les histoires, il connaissait l'affaire Beckwith. Il a soigneusement sauvegardé les données GPS du drone et les journaux de vol, et a immédiatement contacté le bureau du shérif du comté de Fremont. La détective Rossi a ressenti une montée d'adrénaline familière. Elle a dépêché une équipe, y compris elle-même et le docteur Harry Storn,
par hélicoptère aux coordonnées fournies par le biologiste. L'atterrissage à proximité était impossible, donc l'équipe a dû être descendue par longues lignes dans le bassin. Au moment où leurs bottes ont touché le sol, ils savaient. Le bassin était un piège naturel entouré sur 3 côtés de falaises infranchissables. La scène était sinistre. 11 ans de temps rigoureux et d'activité animale avaient défait des ravages. Les restes étaient dispersés, fragmentés. Le tissu bleu en lambeaux provenait d'un coup de vent, son matériau pourri et faible. Le docteur Storn a commencé le lent et sombre travail de récupération. Il était immédiatement clair qu'une identification ADN complète à partir des fragments d'os dégradés serait difficile, voire impossible. Les restes étaient cependant cohérents avec ceux d'un homme adulte de la taille et de la carrure de Garrett. Pendant un moment, il a semblé qu'un lien définitif pourrait leur échapper, laissant le sort de Garrett dans un état d'incertitude perpétuelle. Puis, un membre de l'équipe de récupération, tamisant le sol près de l'endroit où les plus gros fragments d'os ont été trouvés, a vu un éclat de métal. Ce n'était pas de l'équipement d'escalade. Il a soigneusement brossé la saleté pour révéler une petite plaque de titane de forme unique, du type utilisé en chirurgie maxillofaciale. Elle était pliée et rayée, mais intacte. La détective Rossi a senti son cœur s'accélérer. Elle se souvenait d'un détail de son examen initial du dossier, une ligne dans l'entretien original de Marianne Beckwith. Elle avait mentionné que Garrett s'était fracassé la mâchoire dans un accident de vélo environ 15 ans auparavant et avait nécessité une chirurgie extensive. Rossi a passé un appel. En quelques heures, les anciens dossiers dentaires et chirurgicaux de Garrett étaient faxés au bureau du médecin légiste de l'État. Ils comprenaient des diagrammes détaillés et des spécifications de la plaque de titane qui avait été utilisée pour reconstruire sa mâchoire. L'après-midi suivant, la confirmation est venue. La plaque trouvée dans le bassin éloigné était une correspondance parfaite. Il n'y avait aucun doute. Après 11 ans, Garrett Beckwith avait été trouvé. Son dernier lieu de repos n'était pas au bas d'une voie d'escalade, mais à des kilomètres de là, à la base d'une falaise sur laquelle il n'avait probablement jamais eu l'intention d'être. L'emplacement racontait le dernier chapitre tragique de son histoire. Il n'avait pas seulement chuté, il s'était profondément perdu. Dans sa course désespérée et à enjeu élevé contre le temps, probablement désorienté par une blessure, le temps ou l'obscurité, il s'était éloigné du chemin de descente logique, se retrouvant dans une partie de la nature sauvage d'où il n'y avait pas d'échappatoire. Ces derniers moments n'étaient pas un risque calculé, mais une erreur fatale, née du désespoir et de l'amour. La découverte des restes de Garrett Beckwith a mis fin à la longue et angoissante recherche, mais elle n'a pas apporté une simple fermeture. Au lieu de cela, elle a offert d'une théorie reconstituée à partir d'os fracturés, d'un python rouillé et du témoignage silencieux d'une tombe verticale. La conclusion officielle, inscrite dans le rapport final par la détective Isabella Rossi, était celle de tragédie en cascade, une histoire d'amour et de désespoir jouée sur une scène de granit impitoyable. La théorie dominante, acceptée par les enquêteurs et par Marianne Beckwith elle-même, était aussi logique que déchirante. L'histoire a commencé par un faux pas sur la roche, un moment de malchance qui a entraîné la fracture grave de la jambe de Della. À partir de cet instant, leur ambitieuse aventure d'escalade s'est transformée en un combat désespéré pour la survie. Garrett, le planificateur méticuleux, a tout fait correctement. Il a établi un camp sécurisé, sur le Portaledge, une forteresse contre les éléments. Il a stabilisé la blessure de sa fille du mieux qu'il pouvait, l'a placée dans le sac de couchage pour la protéger du vent mordant et du froid, et l'a consciemment attachée à la plateforme. Un acte d'un père, s'assurant que son enfant serait en sécurité pendant son absence. Il lui a laissé leurs provisions, un petit réconfort dans une situation impossible.
Puis, portant son harnais, et ne prenant que l'équipement le plus essentiel, il s'est lancé dans une mission en solo pour obtenir de l'aide une descente qu'il savait être pleine de périls. Son chemin, marqué par ce python solitaire, montrait son intention initiale. Mais quelque part, dans les ravins et rebords dangereux en dessous, quelque chose a mal tourné. Peut-être était-ce la tempête qui approchait et qui avait contrecarré la recherche initiale. Un voile blanc soudain qui effaçait le paysage et son sens de l'orientation. Peut-être était-ce une petite glissade, une blessure mineure qui a aggravé ses problèmes, ou peut-être était-ce simplement l'échelle immense et désorientante de la nature sauvage. Perdu et probablement hypothermique, il avait erré à des kilomètres de sa route, se retrouvant dans le bassin inéluctable, où il a finalement succombé à une chute finale et fatale. À des kilomètres de là, sur la paroi rocheuse, Della attendait. Elle aurait regardé les nuages arriver, son espoir diminuant avec la lumière déclinante, jusqu'à ce qu'elle aussi succombe à ses blessures et au froid implacable. C'était une histoire sans méchant, une tempête parfaite de malchance et de l'indifférence brutale de la nature. Pourtant, même avec ce récit, une question restait, suspendue dans l'air comme un accord non résolu. C'était la question qui avait hanté l'affaire dès le premier jour, le détail qui l'élevait d'une simple tragédie à un mystère profond. Pourquoi les téléphones satellites avaient-ils été laissés dans le camion? C'était le défaut central et inexplicable dans une chaîne d'événements par ailleurs logique. Était-ce un simple oubli humain? Un moment de confiance excessive d'un grimpeur expert qui croyait avoir transcendé le besoin de telles précautions sur une montagne familière? Ou avait-il été intentionnellement laissé derrière pour une raison qui resterait à jamais inconnue? Cette seule décision, apparemment mineure, prise dans le calme du parking du début du sentier 11 ans plus tôt, était le point de pivot fatal. C'était l'erreur qui avait supprimé toute chance d'un résultat différent. L'erreur silencieuse qui avait mis en mouvement une chaîne d'événements dont il n'y avait pas de récupération. La réponse à cette question était enterrée avec Garrett et Della, laissant un trou impossible à combler au centre de l'histoire. Pour Marianne Beckwith, les découvertes finales ont apporté une paix brutale. Le limpe de ne pas savoir, une forme unique et tortueuse de deuil, était terminée. Elle était maintenant veuve et mère qui avait perdu son unique enfant, mais elle n'était plus l'épouse et la mère des disparus. Elle pouvait enfin ramener Garrett et Della à la maison. Un petit service privé a été organisé, elle a enterré les restes de sa fille et les morceaux fragmentés et récupérés de son mari côte à côte. L'histoire avait une fin, même si elle était incomplète.